Le rat de cave d'Octave Mirbeau. J'ai reçu aujourd'hui une bien triste nouvelle. Mon ami l'herdier, receveur des contributions indirectes, d'aucuns disent rat de cave, à Belloux-sur-Risle, est mort fou, dans une maison de santé où depuis 2 ans il était enfermé. Quoique ce fût un humble parmi les humbles, que sa vie dénuée d'élégance ne puisse intéresser aucun des Parisiens fringants que sollicite le vieux Carafon, et qu'il n'y ait vraiment aucun chic à se vanter d'une amitié aussi obscure, on me permettra d'en parler ici avec un souvenir attendri. Je l'aimais beaucoup. C'était du reste le meilleur des hommes, et celui que j'ai connu le plus héroïquement fidèle à ses devoirs. Habitué à courir à la campagne du matin au soir, il avait regardé la nature, et il en parlait avec d'admirables émotions. Peu de peintres, peu de poètes m'ont donné des sensations aussi vives, aussi profondes que cet illettré l'herdier. Lorsque de la contemplation, il passait dans le domaine de l'expression, qu'il avait parfois sublime. Mais sa tête était faible, sujette aux exaltations sans cause. Et bien souvent aussi l'étrange, le décousu de ses conversations m'avait frappé. On lui faisait dans ce pays une guerre acharnée, sourde, pleine d'embûches, parce qu'il était sévère, impitoyable même, contre les fraudeurs. La nuit il se relevait pour surveiller des cabarets, dont il soupçonnait le propriétaire de faire entrer clandestinement des barriques de vin dans la cave. À ce jeu, il avait attrapé des horions. Une nuit, des hommes restés inconnus s'étaient rués sur lui, et l'ayant assommé à coups de pierre et de sabots, l'avaient laissé pour mort au milieu d'un champ de betteraves. Une autre nuit, on l'avait déshabillé et jeté tout nu dans une mare, d'où il avait eu grand-peine à sortir. Ces aventures ne ralentissaient pas son zèle. Elles le redoublaient au contraire. Et il marchait dans la campagne comme un trappeur dans les jungles. Détesté de la population, l'herdier, bien qu'employé ponctuel, dévoué, n'était guère soutenu par l'administration, car il ne ménageait personne, s'attaquait à des électeurs influents, et mettait souvent dans l'embarras son directeur, lequel eût voulu que ce diable d'homme regardât davantage à la couleur politique de la fraude. Aussi n'avait-il reçu, malgré ses services, aucun avancement, ce dont il ne se plaignait pas. Une matinée, l'herdier déjeunait, comme de coutume, à l'hôtel de la Boule d'Or, où depuis 15 ans il prenait sa pension. Tout seul, à l'un des bouts de la grande table, il mangeait par gestes brusques et courts de saccade, en faisant des grimaces douloureuses et un bruit grinçant des mâchoires. Au moindre branle de ses articulations, la peau de son front, trop lâche, et pareille à une peau de gant fripée, remontait sur le sommet du crâne, ou s'abaissait sur le nez, en plis mouvants, invertissant les cheveux, tantôt en arrière, tantôt en avant, selon la direction et l'intensité des mouvements musculaires. Bien qu'il n'y eût près de lui aucun convive, l'herdier parlait,
répondait à droite, interrogeait à gauche, mimait une conversation qui devait être vive et colère, car il avait parfois des éclats de voix terribles et des gesticulations désordonnées, tandis que Stop, un épagnol, borgne et crotté, assis sur son derrière, le museau posé sur la cuisse de son maître, regardait celui-ci de ses paupières fixes, attendant qu'on lui jetât un os à ronger. De temps en temps, le chien balayait le plancher d'un coup de fouet, et doucement il jappait. Dans la salle voisine, par la porte entr'ouverte, on entendait des bruits de voix graves, des chocs de verre et des piétinements. Une phrase tout entière parvint jusqu'aux oreilles du rat de cave. Quelqu'un disait « Ah mais, va-t-on bientôt nous servir? J'ai le ventre dans les talons. » Au même instant, M. Bergeau, l'hôtelier, entrait dans la salle à manger. Il s'avança vers l'herdier. « Monsieur l'herdier, lui dit-il, vous serez bien aimable de vous presser un peu. Ces messieurs du conseil de révision s'impatientent. Ils ont très faim. » L'herdier courba le dos, comme s'il eût été prêt à recevoir les baguettes. Pendant qu'une rougeur allumait sa face osseuse, ses yeux s'effarèrent, prirent chacun au coin des paupières une position oblique, dans une direction inverse, et ses mains crispées s'acharnèrent sur la nappe. Il cria. « Monsieur Bergeau! Monsieur Bergeau !» Les mots s'arrêtaient dans sa gorge, sortaient de ses lèvres contractées avec des efforts pénibles. Des houles furieuses soulevaient sa chevelure, qui se déplaçait sur le crâne, comme une casquette. Il reprit. « Monsieur Bergeau, je suis un vieux pensionnaire. Je ne mange pas beaucoup. Je vous ai bien payé. »« Ah, vous ai-je bien payé ?»« Ah, ça oui !» répondit Bergeau. « Et puis, jamais, vous entendez bien, jamais je n'ai couché avec votre femme, avec vos bonnes. Jamais non plus je ne prends de dessert. Est-ce vrai? »« C'est vrai, » affirma l'hôtelier. « Eh bien, laissez-moi tranquille. Je suis un vieux pensionnaire. Si le conseil de révision s'impatiente, qu'il vienne. Je ne le gêne pas, moi. Il y a de la place. Vous ai-je bien payé? Mais ces messieurs désirent être seuls, expliqua l'aubergiste. Ah, ils désirent être seuls, être seuls. Oui, monsieur l'herdier, ils ont sans doute à causer ensemble. L'herdier avala son verre de cidre. Sa main tremblait. Tout son corps frissonnait, secoué par un spasme nerveux. Il courba le dos davantage et dit « Être seul? Eh bien, je m'en fous. Je me fous du conseil de révision, là, entendez bien. Je suis un vieux pensionnaire, moi. Je fais mon devoir. Depuis 15 ans que j'exerce, pas une erreur, pas une. Vérifiez mes registres. Je ne crains personne. Vous ai-je payé, là, là? Voyons, monsieur l'herdier, supplia Bergeau. Oui, ils ont à causer. Ah, 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 être seul, c'est bien cela. Allez-vous-en, monsieur Bergeau.
Allez-vous-en, je m'en fous. Vous dois-je quelque chose? L'hôtelier n'insista plus. Il se contenta de dire tristement: Vous me faites du tort, monsieur l'herdier. Beaucoup de tort. Le bruit redoublait dans la pièce voisine. Les voix s'encoléraient. Le piétinement devenait plus sourd. Sur le vitrage dépoli de la porte, on voyait passer et repasser des ombres affamées. Bien du tort, acheva Bergeot qui se retira, en hochant la tête. Alors brusquement l'herdier s'adressa, très animé, à la chaise qui était près de lui, vide. Sa voix tantôt sifflait, tantôt se brisait en hoquets. Le conseil de révision, monsieur. Vous admettez cela, vous? À la bonne heure. Vous ne l'admettez pas. Oui, monsieur, j'ai passé au conseil de révision. Ils m'ont mis nu. Monsieur, très nu, tout nu dans une grande salle. Et il y avait autour de moi des gens qui étaient nus aussi. Quelle infamie! On m'a tâté, monsieur. On m'a tâté partout. J'ai vu se promener sur mon corps des mains énormes, des mains monstrueuses qui me tâtaient. Qu'en pensez-vous? C'est un crime, un crime, un crime? Il se baissa tout près de la chaise, et comme s'il eût parlé à l'oreille de quelqu'un, d'une voix très basse, il chuchota. Ils sont là, derrière cette porte. Ils voudraient me tâter encore. Mais ils ne me tâteront pas. Non, monsieur, ils ne me tâteront pas. L'herdier se leva, plia sa serviette en rond, l'enroula autour de sa bouteille, et saluant la chaise avec politesse. Ne craignez rien, monsieur. Non, restez. Au revoir. Ils ne me tâteront pas. Et il ouvrit la porte. Le préfet marcha à grands pas, sévère, les mains derrière le dos. Le général tapait la table de ses gros poings fermés. Le chirurgien bâillait. Un conseiller des préfectures se plaignait aigrement au sous-intendant de ce tiraillement d'estomac. Le conseiller général, pour tromper la faim, avalait coup sur coup des verres de bitter. Les scribes, très pâles, les joues tirées, consultaient leur montre avec indignation. Quand l'herdier apparut, dans l'encadrement de la porte, tous les regards se tournèrent vers lui, féroces. Ah ah! Grinça le préfet. Il se décide enfin. Et barrant le chemin à l'herdier, qui voulait traverser la salle, il lui demanda: Pardon, vous êtes monsieur l'herdier, receveur des contributions indirectes? L'herdier trembla, les yeux baissés sur le plancher, le crâne agité de secousses qui faisaient danser ses cheveux. Il répondit: Oui, oui, je suis l'herdier. Mais ce n'est pas une raison, je vous en préviens. Écoutez-moi, monsieur l'herdier, poursuivit le préfet d'un ton solennel. On m'a donné sur votre compte de très mauvais renseignements. Des renseignements graves, j'ose dire. De toutes parts, on se plaint de vos agissements. Il paraît que vous méconnaissez les institutions qui vous régissent, et que vous insultez le gouvernement qui vous paie.
que vous injuriez ces fonctionnaires les plus méritants. Aux dernières élections, monsieur, vous avez mené une campagne anticonstitutionnelle. De plus, vous êtes publiquement en lutte avec l'autorité locale, avec le maire de Belou, qui a notre confiance. Cette conduite ne saurait durer plus longtemps, monsieur, et c'est mon devoir d'y mettre bon ordre. J'aurai à ce propos l'honneur de m'entretenir avec votre directeur. Vous pouvez vous retirer. Le pauvre Lerdier tournait la tête, à gauche, à droite. Il était devenu très rouge. « Oui, oui !» s'écria-t-il tout à coup. « Je sais pourquoi vous dites cela. Je me fous de la politique, de vous, du diable, de ce général qui est là. Je me fous de vous tous. Et ce n'est pas une raison, vous savez. Non, non, vous ne me mettrez pas nu dans une grande salle. Non, vous ne me tâterez pas. Non, non, non. » Et appelant son chien, il repoussa le préfet, traversa la salle en courant, disparut. De la rue, on l'entendit encore qui sifflait. « 8, 8, stop, 8 !» Le soir, vers 6 heures, il rentra. Les vêtements déchirés, couverts de boue, les cheveux hérissés. Il tenait derrière lui, au bout d'une longue corde, le cadavre du malheureux Stop. « Monsieur Lerdier !» s'exclama Bergeot, en levant vers le ciel ses petits bras courts. « Ah, mon Dieu !» Mais Lerdier, montrant le corps de l'Épagnol, sanglant et raidi, grinça. « Voilà ! Vous le reconnaissez, hein? Vous ne me trahirez pas, hein? C'est le préfet. Il voulait me tâter. Alors je l'ai tué, comme ça. Regardez-moi. Mais regardez-moi donc, hein? Comme ça. Le préfet. » Et brandissant en l'air ses 2 poings fermés, il se mit à tourner sur lui-même, avec une rapidité de derviche, tandis que de ses dents brillantes, découvertes par une rétraction horrible des lèvres, un rire sortait, aigu, roulant, précipité.